Oh, salut à tous, donc bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry hashtag Henry, épisode 117 ou 77, 117. Donc aujourd'hui on va parler de Pinterest. Donc comme tu connais peut-être je dirais pas ma passion, mais j'ai souvent travaillé sur Pinterest, réseau social qui a été délaissé par beaucoup. Donc j'ai fait donc des tutos sur YouTube, des articles. Donc là j'ai préféré plutôt proposer ça à une experte parce que donc moi j'avais un peu quitté la plateforme, je pliais un petit peu. Et donc j'ai appris beaucoup avec donc mon invité. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement. Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing à des paiements, aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant thierry-henry.fr/shopify thierry-henry.fr/shopify SHOPIFY. Donc de retour après donc avoir remercié le sponsor. Aujourd'hui donc j'ai comme invité donc Cécilia Diaz donc du blog donc Digitoucan qui est experte donc en Pinterest, donc il va nous donner plein d'informations pour la partie SEO, la partie donc création d'épingles, la partie donc génération de leads et de vente par rapport à Pinterest. Donc reste bien jusqu'à la fin, donc il y a vraiment beaucoup d'informations. Moi, comme je t'ai dit, donc, je me suis remis dernièrement pour un autre business, un autre compte Pinterest, et pour aussi donc, mon blog et mon podcast où je vais m'y remettre de plus sérieusement. Donc je te dis à tout de suite avec Cécilia. Salut Cécilia, comment tu vas? Bien, et toi, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de prendre ton temps en soirée, parce que là on enregistre assez tard, pour parler de Pinterest. Donc tu vas renseigner mon audience donc sur tout ce qu'il faut quand on est coach, consultant, qu'on a même une PME, hein, si on veut avoir du trafic organique par Pinterest, qui est souvent, comme je dis, parce que moi j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, le réseau social, même si oui c'est un réseau social on va dire, est délaissé par beaucoup de gens malheureusement. Donc tu es l'expert, donc je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va partir sur des questions techniques, tant qu'à faire, pour aider l'audience. Ça marche. Bon, enchantée. Donc, je suis Cécilia Diaz. J'ai la marque donc digitoucan.com où en fait je propose des articles de blog. J'anime un blog et sur lequel aussi je propose des prestations de services avec lesquelles j'aide des TPE, des petits, des indépendants et des marques à se développer sur Pinterest, à comprendre comment ça marche et bien comprendre et adopter les codes de cette plateforme qui est parfois incomprise parce que je pense qu'on a aussi des habitudes qu'on a sur Facebook, sur Instagram et on veut les reproduire sur Pinterest et forcément ça marche pas toujours. Donc on passe par ce stade de comment bien utiliser cette plateforme. Donc voilà, ça fait 1 an qu'aujourd'hui que je suis spécialisée sur Pinterest. D'accord, et comment donc ça fait un an, comment ça fait que comment t'es arrivé sur Pinterest et pourquoi donc comment t'as fait pour te développer dessus? Ça marche. Eh bien, écoute, avant, j'animais un blog de voyage. Et en fait, j'entendais tous mes collègues dire ah ouais, c'est génial Pinterest, j'ai une tonne de trafic sur mon site, c'est cool. Il y a des personnes, après, c'est via de l'affiliation, ça permet de créer des revenus, etc. Comment c'est cool parce qu'en fait, par rapport à Instagram, il y a très peu de gens qui visitent ton site internet après. Enfin, ouais, on peut dire ouais, que Et disons, après une visite. disons, comme je dis souvent, parce que j'aime pas, je suis pas fan de Zuckerberg, même si tout le monde l'adore, c'est que Facebook et Instagram, ce que veut en fin de compte Zuckerberg, c'est que tu restes sur son site. Et peut-être la différence, bon, j'allais te laisser le dire, mais c'est que Pinterest et d'autres sites n'ont pas peur que tu viennes et que tu partes du site, c'est pas gênant. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, nous, l'objectif sur ce blog-là en question, c'était de l'acquisition, donc l'acquisition de trafic. Donc, l'idée, c'était d'explorer un peu Pinterest. Et donc, c'est en testant, en utilisant cette plateforme pour ce site-là que j'ai en fait totalement testé Pinterest. C'était dans cette optique. Et donc, comment donc tu as fait donc, pour te former et apprendre? Parce que donc, moi, comme je t'ai dit en off, donc j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que j'écoutais beaucoup d'anglo-saxons qui le faisaient, ça me paraissait simple, même si on m'a toujours dit, ouais, c'est un truc féminin. Moi, j'ai pas pensé à ça, je me suis dit, c'est du SEO, c'est une longue traîne. Je voyais souvent même des affiches qui disaient, qui montraient en fin de compte, qu'est-ce qui restait quand on postait.
Et il disait quand tu étais blogueur, le Pinterest, ça allait avec, et que quand on postait quelque chose, ça restait 6 mois, 1 an. J'ai dit, ah ben, c'est des maths, quoi. Je n'allais pas réfléchir pendant 20 ans. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dessus. Et c'était pas trop compliqué parce que j'avais appris Canva. Voilà, c'est grâce à Canva parce que sinon, bah, sans ça, ça aurait été compliqué. Donc, comment toi, tu as fait pour développer? Comment tu as fait pour devenir une experte et pour ensuite proposer tes services? Ouais, bah, en fait, à vrai dire, j'étais aussi attirée par le côté visuel. J'aimais bien la création de contenu visuel, de reprendre les photos, écrire dessus, etc. Pour le contenu voyage, on a l'habitude d'essayer de contextualiser un maximum l'image, où est-ce qu'on a pris cette photo, etc. Donc, c'est à part ça que j'ai commencé. Et pourquoi? Parce que aussi la thématique SEO m'intéresse. Et quand j'ai compris que Pinterest, en effet, bah, c'était pas juste un post Instagram qui durait 24 heures ou 48 heures, mais plutôt une durée de vie de 3 mois, voire plus, voire moins, je trouvais ça intéressant de l'explorer. Et donc, Est-ce et, que et- j'ai pu... oui, excuse-moi, ouais, je te laisse continuer. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, parce qu'en général, donc ouais, parfait. Donc oui, donc comment donc toi, tu as pu donc t'améliorer en tant qu'experte et comment donc tu as fait pour commencer à aider donc tes clients? Donc m'améliorer, donc c'est en fait mon labo, c'est mon blog de voyage, donc c'est là que j'ai commencé à tester en fait les visuels, comment ça marchait, le référencement, etc., comment ça marche sur Pinterest. Ensuite, bah, bien sûr, j'ai aussi utilisé des ressources anglophones pour pouvoir bah, m'instruire en fait sur le sujet, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'ils ont pu tester. J'ai pu aussi suivre des formations anglophones. Et ensuite, bah, c'est à travers mes clients aussi que j'arrive à apprendre, à essayer de tirer des leçons des statistiques, des visuels, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas pour telle thématique, parce qu'il y a des types de dépeints qui marchent mieux pour telle ou telle thématique, donc c'est toujours intéressant d'en tirer des conclusions. D'accord. Donc moi, je te Euh, disais que j'avais plutôt évolué, donc, mais c'était plutôt entre 2017 et 2018. Entre-temps, il y a eu des gros changements. Donc, bah, tu vas nous parler un peu de ça. Donc là, si demain, tu étais nouveau, moi, en plus, je te dis ça, j'ai commencé un nouveau tableau parce que à un moment, je crois que je t'ai dit, j'ai fait l'erreur de mélanger les tableaux et différents sites, des blogs. Là, j'en fais un nouveau avec un produit qui n'a rien à voir, qui est que de l'alimentaire et de la perte de poids et qui est pour une marque. Donc, je l'ai fait à part. J'aurais pu le mélanger sur le même tableau, mais je me suis dit non, je ne vais pas trop mélanger. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il faut déjà faire comme ça, faire un tableau par business ou par site ou par blog, ou tu peux tout mettre dans un seul blog? Enfin, un seul, tu vois, je parle de blog, un seul compte Pinterest. bah, je dirais que si les thématiques sont différentes, il vaut mieux faire plusieurs comptes. Et en plus de ça, il vaut mieux avoir un site internet qui est affilié à un compte en particulier. Là, tu me disais que la nutrition, la perte de poids, à la rigueur, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que pour indiquer ton contenu, il vaut mieux l'assimiler à un compte professionnel sur Pinterest. Donc, je te conseillerais de créer 2 comptes. Ben, surtout que c'est le compte que j'ai de base, qui a même changé, parce que souvent j'ai changé le nom. Au début, c'était à mon nom, après j'ai mis la marque, le site internet. Donc j'ai souvent un peu changé, modifié, fait des tests aussi, un peu comme toi, mais un peu moins, parce que je ne suis pas toujours dedans. Et comme je t'ai dit, à un moment, j'avais quasiment, je crois que j'avais 200 000 visites ou impressions, j'arrive pas à voir la différence. Et ensuite, je l'ai passé en compte pro. Après, je l'ai mis en lien avec mon blog. Enfin, j'ai mis tous les tags, tout ce qu'il fallait mettre, tous les éléments pour que ce soit vraiment bien fait. Parce qu'il te demande des fois de bien remplir ton compte. Hein. Après, ça, on va peut-être en parler. Pas juste ouvrir le Mm. compte et rien faire, mais vraiment respecter tout ce qu'il demande. Un peu comme quand tu crées un compte et tu vas le mettre dans Google Manager et dans tous les services de Google pour être bien référencé et comment dirais-je, comme il disait, oui, authentifier voilà, ton compte. Voilà, ça c'est important. Donc, je vais revenir à ma première question. Donc, comment on fait pour authentifier et comment on fait pour bien commencer sur Pinterest? Voilà. Je te laisse détailler parce que là, je pars un peu dans tous les sens. Comment tu fais pour bien Ça marche. commencer? Tu crées ton compte et après, comment ça se passe? Comment tu conseilles les gens de faire? Ouais, c'est ça. Tu crées ton compte. Ensuite, Pinterest te laisse la possibilité de garder un compte personnel ou un compte professionnel. Donc, si c'est pour distribuer ton contenu qui vient d'un blog notamment, je te conseille de le passer en compte professionnel. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est d'optimiser ton compte. Donc, pour commencer, tu peux changer l'username. C'est ce qui apparaît sur l'URL en fait de ton compte Pinterest. Tu vas aussi commencer à optimiser ta bio. Et donc là, tu vas commencer à pouvoir entrer des mots-clés qui concernent ton contenu. Donc pas du stuffing, mais faut y aller tranquillement avec des mots-clés et t'introduire en fait, dire de quoi parle ton contenu. Et ensuite, il faut je dirais d'abord commencer à planifier tes tableaux, les tableaux que tu vas créer qui sont en lien avec ton contenu de façon générale. En général, Pour donc, ça, moi tu crées j'utilise tu crées les tableaux par mots-clés, c'est ça, je crois?
Oui, c'est ça, par mots-clés. Et après, en fait, l'idée aussi, c'est de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai assez de contenu pour animer ce tableau aussi fréquemment? Parce que si j'ai juste un article, admettons, qui parle d'affiliation et j'en aurai pas d'autres, et ça vaut peut-être pas le coup. Je créerai des tableaux selon aussi la matière que j'ai derrière. D'accord. Par Euh, rapport au contenu que tu vas créer, tu veux dire, sur le blog ou sur une chaîne YouTube. Exactement, ouais. Il faut Donc, vraiment relier ça avec son calendrier éditorial. donc je t'ai coupé, donc tu t'allais parler donc de logiciels, je crois, que tu utilises, c'est ça? À vrai dire, non, là, j'évoquais un outil de map, de mind map, en fait, qui me permet de visualiser concrètement comment je vais explorer, en fait, comment je vais mettre en place les tableaux sur mon compte Pinterest pour bien thématiser, segmentiser. En fait, finalement, c'est un peu comme son site internet, il faut le voir comme ça. Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est une arborescence, il faut voir quelle thématique est récurrente, où est-ce que ça peut, ouais, voilà, où est-ce qu'on peut Et quel, identifier et quel, chaque et quel type de outil tu contenu. utilises pour le mind map? Jetmind, ça s'appelle. Jet? Ah oui, oui, bah, j'en ai déjà parlé avec un de mes invités, Jetmine. Puis j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas utilisé, donc il faut que j'aille l'utiliser. Ah bah très bien, non, parce que je pense, en truc où je suis moyennement fort, moi j'ai plutôt un fonceur, donc j'y vais, je teste. Bon, ça a marché, parce que comme je te dis, je suis monté à 200 000, bon, après j'ai eu plein de petits problèmes, mais bon, on va peut-être développer après. Parce que moi, je vois des gens, des fois, je suis assez impressionné, et même des blogueurs et des blogueuses que je suis aux États-Unis qui ont 1 million d'impressions, qui ont des tableaux avec. Alors, j'arrive même pas à savoir comment ils produisent, est-ce qu'ils ont des gens qui le font pour eux. Pourtant, moi, à un moment, j'ai produit, hein, donc je n'ai pas regardé combien j'ai actuellement, mais j'ai quand même, je crois que j'ai 27 tableaux. Euh, Ouais. il y en a qui sont très bien remplis, très fournis, d'autres qui sont, bah, j'arrive pas à les remplir. Ça passe à rien de tricher, hein. J'allais même retirer cette semaine, parce que je me suis un peu reformé pendant. Je me dis, comme je t'ai invité, donc je vais quand même me reformer. Et je revois qu'il y en a qui ont des tableaux avec des 87 tableaux, ils sont dans des sous-tableaux, ils sont dans d'autres comptes, ils ont, je sais pas, 500 000 épingles. Je dis, mais comment ils font? C'est un truc de dingue. Donc, je sais qu'en général, moi, on me disait d'aller prendre ceux des autres. Donc, au début, c'est vrai que chaque fois que je crée un compte Pinterest, je prends un peu ceux des autres pour agrémenter mon compte. Mais quand même, le but, c'est quand même de faire ma promotion à moi. Donc, pour avancer un petit peu dans l'entretien, comment tu fais? Donc, chaque fois que tu crées un article, tu crées une ou deux épingles ou tu en crées peut-être une dizaine et tu les dispatches dans les différents tableaux? Ou comment tu conseilles de faire? Ouais, c'est bien dit. En fait, donc par type de contenu, je vais créer peut-être, on va dire, admettons 10 épingles. Donc pour un article, je vais créer 10 épingles avec des visuels complètement différents. Et ensuite, je vais les étaler dans le temps au niveau de la publication. Et tu Après, passes rien ne par un m'empêche. logiciel ou pas? Parce que moi, je passais par. Enfin, maintenant, ça a changé parce que maintenant, tu peux automatiser sur le Pinterest, même si ça marche pas toujours très bien. Avant, je passais par. Ah, il y en a un qui a fermé, je crois que c'est qui a fermé, j'ai oublié le nom. Oui, je m'en souviens pas bien, mais en gros, il y en a beaucoup qui ont été rachetés par Tailwind. Voilà, Peut-être et que c'est Halloween, c'est le celui-ci dernier qui aujourd'hui. reste. Qui est le dernier. Bon, j'ai Mm. utilisé une fois, mais bon, j'ai un peu arrêté, mais bon, en fin de compte, j'ai bien compris que les pros passent toujours par Halloween. Ouais, c'est ça. C'est l'outil de programmation qui a vraiment été pensé par rapport à Pinterest parce qu'en fait, ce qui te permet de faire assez facilement, c'est de dupliquer tes épingles. Donc, la même épingle, exactement tout pareil. Tu vas pouvoir la dupliquer facilement et la distribuer sur d'autres contenus, sur d'autres tableaux, excuse-moi, dans la mesure où c'est pertinent. Par exemple, là, aujourd'hui, en face de moi, là, j'ai un article qui concerne comment fonctionne Pinterest. Aujourd'hui, je vais le mettre dans Astuces Pinterest ou enfin en réseaux sociaux, enfin tu vois, je le distribuer de façon pertinente. Et tout à l'heure, tu m'évoquais le fait que ça a un peu évolué l'outil et enfin la plateforme a beaucoup évolué. Et c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus, ouais, clairement, on peut le dire, c'était clairement plus facile parce qu'on pouvait dupliquer des dizaines, des quinzaines de fois une épingle et on pouvait la mettre dans différents tableaux. Aujourd'hui, Pinterest va considérer ça comme du spamming Ah, bah c'est pour et ça, je me suis fait avoir. Parce que moi, ouais, c'est ça. je continue un peu encore à le faire, mais pas trop. J'en mets sur deux, trois tableaux. Mais et moi, j'allais te dire, hein, et en fin de compte, c'est bien par rapport à l'autre, parce que c'est pas considéré comme du spamming. Donc, toi, tu dis que de le faire en trop. Enfin, moi, on m'a même expliqué, j'ai écouté un podcast qui disait que si on mettait le même lien, il faut changer les liens ou changer les pages de vente, parce que sinon, ça fait trop répéter le même lien. C'est pas bien. Alors, si tu mets que ton blog, la page principale, il faut vraiment que ce soit un article, donc que tu fais peut-être un ou deux fois, mais pas 10 fois. Alors, je sais pas si c'est un Ouais, peu ça ce bah, que tu dis. oui, c'est un peu ça, mais l'idée, c'est comme toi, par exemple, tu crées beaucoup de contenu. L'idée, c'est pas changer de lien à chaque fois. C'est plutôt Tout à fait. pour un article, je te dis, tu crées 10 épingles différentes et admettons, sur ces 10 épingles, bah, tu vas les dupliquer pardon, peut-être 5 fois.
Et ben, D'accord, du coup, ça te fait 50 épingles. Du coup, ça te fait 50 contenus à distribuer au fil du temps, d'accord, sans je vois. forcément changer les liens. Après, les liens, tu peux utiliser aussi des liens UTM qui permettraient de traquer un peu plus en profondeur tes épingles. C'est Ouais, aussi une donc solution. là, tu rentres dans la technique quand tu parles d'UTM. D'accord, bah, je vois. Bah, c'est plutôt intéressant. Question, en fin de compte, qui peut... Parce qu'en général, on dit toujours que comment dirais-je? Pinterest, c'est plutôt lié à un blog. Moi, à un moment, comme je t'ai dit, j'ai arrêté de bloguer. J'ai fait donc du blogging de 2007 à fin 2018, on va dire. Après, je suis plutôt passé à YouTube et au podcasting. Et j'ai envoyé donc mon trafic de Pinterest. Je fais créer des épingles à YouTube. Est-ce que c'est bien enfin, est-ce que c'est conseillé d'envoyer donc son trafic de Pinterest à un autre réseau social, ou sinon, il vaut mieux toujours le lier à son blog? Est-ce que c'est peut-être pour ça que j'étais aussi pénalisé? Parce que moi, je cherche toujours à savoir pourquoi je suis passé donc de 200 000 visites, on va dire, à un peu moins. Est-ce que donc c'est cohérent, ou est-ce qu'il faut vraiment toujours le lier à son blog? Il y a un article plutôt écrit qu'une vidéo. Mmh, moi, je dis déjà, bon, c'est clair, parce que parfois on me demande est-ce qu'il faut-il lier à chaque fois une épingle à un contenu? Oui, clairement. Ensuite, sur YouTube, je t'avoue que j'ai pas une réponse précise si vraiment ils sanctionnent, mais ils ont jamais dit qu'ils l'interdisaient. Et d'ailleurs, Pinterest te permet de revendiquer ton compte YouTube. Donc, Ah, d'accord, bah, je savais même pas. bah, ça, c'est vrai que c'est une bonne pratique de revendiquer tous ces réseaux sociaux. Comme ça permet à Pinterest de savoir qui est le propriétaire concrètement de ce type d'épingle, et aussi de pouvoir voir concrètement au niveau de tes analytics les statistiques qui sont liées à ces épingles-là. Sinon, elles ne seront pas rattachées, si tu veux, à ton compte, et donc tu pourras pas le savoir. Et donc, concernant Du coup, Oui, excuse-moi. je répondis par rapport à ce que tu dis, c'est que peut-être tes statistiques liées à tes vidéos ne sont pas comptées sur ton Pinterest Analytics. Ah Tu oui, vois parce ce que qu'il je veux sait pas, dire? il dit que c'est pas à moi, quoi, peut-être. Ouais, il le reconnaît pas en tant que tel. Donc, Enfin, je t'invite à aller dans tes paramètres. faut que je vérifie, parce qu'à un moment, j'y allais souvent sur Analytics, et comme tu dis, après, j'ai un peu stoppé, parce que Mm, j'étais vraiment à fond dedans, donc comme quoi, faut pas lâcher. Donc, concernant donc les vidéos, parce que moi, à un moment, je suis parti, je suis revenu, il permettait les vidéos, il y a plein de trucs qui avaient changé. À un moment, au tout début, je mettais dans mon texte, dans mes épingles, je mettais des hashtags, je mettais des mots-clés. Après, j'ai appris par une soi-disant, alors, je sais pas, c'est une experte américaine dit que ça sert à rien. Il faut juste mettre du texte, et normalement, dans ton texte, il va y avoir des mots-clés. Donc, bah, j'ai arrêté de mettre les mots-clés en fin. Réellement, je mettais des hashtags, je mettais des mots-clés en fin, peut-être une dizaine. Bon, je sais pas si ça a eu un grand changement. Et j'ai vu que dernièrement, il y a des vidéos. J'ai mis un peu de vidéos, mais pas tant que ça, parce que ça prend du temps. Et en plus, ça met du temps à charger bizarrement sur Pinterest. Donc, j'ai testé. J'envoie des super belles épingles avec des vidéos, des trucs vraiment pas mal. Mais bon, est-ce que tu conseilles donc de faire les vidéos? Est-ce que ça fait vraiment un grand changement? Ou l'épingle basique, ça suffit? Je pense qu'aujourd'hui, la vidéo, en fait, c'est un levier de croissance pour un compte Pinterest, parce que je sais pas si tu as pu le remarquer aujourd'hui sur des requêtes sur Pinterest, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est le contenu vidéo. Ils ont clairement envie de jouer sur le format vidéo. Donc, il y a clairement une place à prendre. Et en plus de ça, si tu regardes un petit peu les mises à jour de l'algorithme de Pinterest, aujourd'hui, ils veulent diversifier un maximum le type d'épingles. Donc, en fait, jusqu'à présent, si tu veux, si tu t'interagissais uniquement avec des vidéos, on te soumettait uniquement des vidéos, en gros, hein. Aujourd'hui, ils veulent te proposer tous les types de formats, tous les types d'épingles qui existent sur Pinterest, notamment les vidéos, les épingles stories, les épingles statiques, les épingles carousel. Donc, donc pour moi, il y a clairement des places à prendre sur les vidéos. Ouais. Ouais, j'ai fait une fois de le carrousel, mais j'avoue que j'ai pas trop testé. Donc, tu me dis que les stories, le carrousel marche bien. Story, je t'avoue que je l'ai pas encore testé, parce qu'en fait, cette fonctionnalité est disponible pour une poignée de créateurs encore en France. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas. J'ai fait la demande, mais je l'ai pas encore. Aujourd'hui, elle est présente aux États-Unis. Donc, c'est encore à tester les épingles stories. Le D'accord. seul hic, je dirais, avec les épingles stories, c'est que Pinterest a envie aussi de faire regarder les utilisateurs sur la plateforme, et il n'y a pas de lien en fait sur les épingles Ah, stories. Donc, on est plus sur du... il se transforme en Instagram et Snapchat, quoi. On va voir. Franchement, j'ai pas testé. Je peux pas te dire, mais concrètement, voilà, il n'y a pas de lien. Donc, moi, c'est clairement, j'étais venue pour ça sur Pinterest, et pour le trafic. Mais du coup, il faut utiliser les épingles stories comme d'autres façons de montrer son contenu. Donc, je peux pas t'en dire plus. J'ai pas vraiment testé.
Et j'ai vu là il y a quelques jours que donc on peut imaginer donc les épingles stories comme sur Instagram. Et je me suis demandé, bah du coup ça s'affiche, tu vois, sur ton smart feed ou en résultat par rapport à tes recherches sur Pinterest. Et aujourd'hui, enfin pardon, il y a quelques jours, j'ai vu une screenshot d'un écran sur Pinterest sur mon smartphone, et en fait on voit aussi en mode stories comme sur Instagram avec les petites bulles. Donc à voir, affaire à suivre. D'accord. Bon, ben, je vais voir. Est-ce que donc le format est important? Parce que moi, à un moment, bon, ben, je respectais le format. J'ai même fait après, j'ai oublié qu'on appelait ça, c'était la mode à l'époque. Tu as les images le 1000 sur 1500 pixels. Tu as les grandes images, là, comment on appelle ça déjà? Oh, j'ai oublié le nom. Les Euh, girafes? c'est peut-être un autre nom que tu cites, mais en fin de compte, c'est pour imager en fin de compte un article ou quelque chose avec différents topics en plus grand qu'une image classique. Bon, je vais retrouver le nom. Est-ce que donc ça, il faut le Une respecter? inf. Est-ce qu'il faut... Ah non, c'est une infographie, t'as raison. Voilà. Je cherchais le nom. Mm. Parce qu'à un moment, je faisais Mm. beaucoup d'infographies, mais ça prend du temps, il faut bien le faire. Enfin, moi, je le faisais, mais je suis pas un expert. Même si je connais Canva, mais je suis pas un expert. Et est-ce que donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la grande différence? Je vois vraiment des comptes, des fois, je pense qu'ils passent leur vie dessus, quoi. C'est vraiment léché, c'est propre, le style est bien, les couleurs, tout va bien, quoi. En plus, est-ce que moi, je le faisais vraiment de façon basique, entre parenthèses. Je basais sur le site, mais je vois, et là, en plus, je suis devant ton compte pendant que je te parle, tu vois. Bon, je vois la pro, quoi, tu vois. Est-ce que donc ça, c'est des choses qui sont importantes, ou juste le titre et le fait de cliquer dessus, ça va aller, ou vraiment, il faut vraiment travailler sur l'image de son épingle, avoir la taille qui respecte. Parce qu'à un moment, pour te dire, je faisais même comme j'avais la flemme, je prenais l'épingle, je prenais le format vidéo YouTube en général, ce qui est pas bon, parce que je pense que Pinterest veut respecter sa charte graphique, on va dire. Mm. Et si tu mets d'autres types d'images, ça passe pas. Est-ce que ça, c'est grave ou il faut faire les efforts ou passer par une expert ou un expert comme toi? Parce que voilà, Bah, je dirais que c'est un peu, oui, c'est un peu grave dans la mesure où vraiment ils veulent ce ratio-là, ils veulent le format vertical déjà, c'est sûr. Ensuite, format 2, 3, 2 tiers, euh, ça c'est clairement le format recommandé. Après, moi j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le sens où en fait Pinterest te laisse afficher l'épingle en entier dans la mesure où elle mesure 1000 pixels fois 2000, voire 2100. Et en fait, d'accord. si elle est plus longue, ça veut dire, c'est pas garanti qu'elle va s'afficher en entier, parce qu'en fait, il y a eu un peu des personnes qui en ont profité, qui ont fait des épingles girafes, ça s'appelle. Donc, c'est vraiment des très, 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 très longues épingles. Et aujourd'hui, ils essaient de brider. Et si vraiment l'épingle est pertinente, où il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement sur cette épingle, là, ils vont essayer d'afficher, enfin, ils vont afficher en fait l'épingle intégralement. D'accord. Donc, Mais mais par contre, pour rebondir à ce que tu disais par rapport aux infographies, c'est vraiment un contenu qui est viral sur cette plateforme. Et donc là, tu peux te permettre des formats un peu plus longs. parce que Parce que moi, de toute façon, c'est lisible après. pourquoi je te posais la question? Parce que tu sais que quand tu vas dans Canva, ils te font un truc un peu générique. Je crois que c'est du 800 sur 800. Et des fois, par flemmardise, tu te dis, bah, je passe par ça, parce que j'ai pas de community manager, je suis en solopreneur ou un coach, on va dire, ou un consultant. Et je fais un truc général, comme ça, je peux l'envoyer sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook, et j'ai pas créé plusieurs fois. Parce que, par exemple, moi, quand je débutais, même là, je le fais encore en fin de compte, hein. Je fais une épingle pour YouTube, une épingle pour truc. Des fois, je me dis, attends, ça me prend la tête, je peux pas tout faire un truc simple qui va partout. Et c'est vrai que quand tu fais ça, ben, malheureusement, tu te limites parce que t'as pas ce qui correspond. Comme chacun, c'est un peu comme les chargeurs de portable. Chacun son truc. Et tu te dis, mais il ne peut pas nous simplifier un truc simple. Donc, tu as le Pinterest qui a une taille, tu as Facebook qui a une taille, et en fin de compte, à un moment, tu te dis, mais je perds trop de temps, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant quand tu veux tu veux gagner du temps en fait pour la création de tes visuels pour tes réseaux sociaux. Du coup, ce que tu peux faire, je sais pas si tu es sur Insta ou pas, souvent mes clients me demandent comment je peux réutiliser l'image sur Insta et tout ça. Euh, Bah oui, on peut utiliser l'image sur Insta, mais si elle est carrée, ça commence à être déjà compliqué. Donc Non, dans mais ce c'est ce que cas-là, je te faut disais. créer un. Est-ce qu'on fait du 800 sur 800, ça passe que pour Canva, après, je sais pas si Canva, logiquement, Mhm. est plutôt bien lié avec eux. Est-ce que la 800 sur 800, qui est l'image de Canva, qui est, quand tu cliques réseaux sociaux, ils te mettent du 800 sur 800, qui est en général un truc qui doit passer un peu partout. Après, je sais pas si c'est vrai. 800, ouais, c'est juste en largeur. On sera plutôt sur du 1000 minimum et après, tu peux aller jusqu'à 2000, voire plus. D'accord, 800, donc c'est un peu juste à. il faut la faire pour d'autres choses, mais pour Pinterest, il faut rester sur du minimum 1000, comme tu disais. Mm.
L'idéal, c'est de le créer en plus grand et après de le redimensionner. Je sais pas sur Canva Pro, je sais pas si tu as pu tester, je sais pas si tu as Canva Pro en ce moment, tu peux Non, redimensionner un peu plus facilement. non, je Mais l'ai en fait, pas. tu as vraiment t'as tous tes éléments graphiques qui sont présents sur le visuel et ensuite avec le redimensionner, tu mets les dimensions que tu veux et ensuite tu n'as plus qu'à bouger, entre guillemets, plus qu'à parce que ça prend quand même un peu de temps, Ah si, je l'ai parce que bouger moi, en les fin de éléments. compte, je suis un ancien de Canva, donc ils ont voulu souvent me transvaser sur l'autre plateforme, mais moi, je suis un ancien, donc ils n'ont pas le choix. Je peux utiliser ce service-là. Je vois de quoi tu parles. Ah, ok. Un format et ensuite Mm. tu les transvases sur les différents. D'accord, je vois. Mm, Donc, parfait. Donc là, on a un peu expliqué, pour ceux qui ont leur boîte, qui sont pas encore sur Pinterest, comment faire. Se déclarer, enfin, déclarer ses comptes blog, YouTube et autres, lier, créer des épingles. En termes de, de volume, est-ce qu'il faut toujours le faire donc, par rapport à son contenu? Donc, vaut mieux toujours le lier à un article ou à une vidéo ou un audio, parce qu'on n'a pas parlé d'audio, mais bon, moi, mon but, c'est si je pouvais développer mon podcast comme je l'ai fait à une époque, mon blog avec Pinterest, je serais content. Est-ce que donc il faut donc se forcer à publier tous les jours? Quelle est donc la régularité du contenu? Et est-ce qu'il faut automatiquement, comme je le répète, le lier à un article, quelque chose de nouveau, où on peut donc refaire une épingle sur un vieil article et avancer comme ça, ou sinon juste faire une épingle comme ça, mais bon, non, ça n'a pas de sens, qu'il faut quand même qu'on puisse cliquer et aller sur un site. Donc, comment tu conseilles les mm. gens? Par rapport donc, à un ancien contenu qui est présent sur ton blog, si aujourd'hui tu veux lui donner un peu plus de visibilité, c'est totalement permis de créer une nouvelle épingle et l'associer à un ancien blog, c'est un ancien article de blog, il n'y a pas de souci. En plus, enfin vraiment sur Pinterest, ce qui est considéré comme un nouveau contenu, c'est un nouveau visuel. Donc à partir du moment où tu crées des visuels régulièrement, de nouveaux visuels, ça marche très bien. Et pour l'audio, oui, donc là l'idée oui, c'est de créer des visuels pour indiquer quel est le sujet de ton podcast, etc. Et au niveau de la publication, ça c'est toujours un sujet un peu délicat. Moi je recommande minimum 5 épingles par jour. Ça me paraît le 5 minimum. épingles par jour. Wow. Ouais, sachant que donc ce que tu disais au début, hein, c'est pertinent, c'est que l'idée c'est de promouvoir ton contenu, bien évidemment. Mais si tu n'as pas ça en stock, essaye de promouvoir celui des autres, celui qui marche bien, celui qui fonctionne, qui est sur la même thématique que la tienne, si possible, pour justement garder pour garder la même thématique en fait sur ton compte Pinterest. Euh, donc tu peux aussi utiliser les épingles des autres. Après, bien sûr, l'idée c'est mettre en avant les siennes. Et donc là, on va parler un peu de technique de communauté, on va dire, si je peux dire. Moi, en fin de compte, ce que je faisais à un moment, j'allais donc dans les tableaux, je m'inscrivais au tableau des autres et au compte, et j'allais dans les abonnés des autres et je cliquais en fin de compte. Pas trop, parce qu'à un moment, ils te bloquent. Je crois que quand tu en fais 80, 100 par jour, ils te bloquent. Donc, je sais pas si c'est du spam ou pas. Enfin, je sais pas si c'est borderline. Donc là, bon, je ne les fais pas souvent. Je suis monté, je crois, à un moment, là, je suis à 2000 abonnés. Est-ce que le nombre d'abonnés est important? Est-ce que donc c'est une technique qui est légitime? Parce que des fois, on me contacte, mais c'est rare, hein. Je suis même étonné quand j'ai un message sur Pinterest, parce qu'il y en a des fois qui te parlent, mais bon, moi, j'ai pas l'habitude de parler aux gens sur Pinterest. Comment on crée en fin de compte ce système de communauté pour essayer de grandir et d'avoir des gens comme on est sur Facebook, sur un groupe ou ailleurs, comment on fait? Ouais, je comprends. C'est vrai que sur Pinterest, on a un peu moins cette logique en fait de suivre un abonné, un créateur de contenu en particulier, puisque ce que je disais, c'est que Pinterest de recherche, tu l'as dit d'ailleurs au début de cet entretien, et du coup, les personnes sont là quand ils ont une question, quand elles ont un besoin, et donc elles vont utiliser la barre de moteur de recherche comme sur Google finalement, et elles vont taper des mots-clés, elles vont trouver ton contenu ou pas. Donc elles vont pas forcément s'abonner. Donc vraiment le nombre d'abonnés est pas très important. Bien sûr, il a quand même une importance dans la mesure où en fait tes épingles, elles vont être distribuées pour la première fois à tes abonnés et ensuite distribuées, bien sûr, elle sera distribuée sur l'ensemble de la plateforme, mais en gros, c'est un peu comme pour tester, un peu comme sur Insta où en fait, ils distribuent la publication, on voit si ça marche ou pas. Il y a un peu ça, mais on est plus vraiment sur, OK, est-ce que ce contenu, il répond à une problématique, une problématique qui est saisonnière, qui est aujourd'hui, par exemple, pendant le confinement, clairement, les tutos de masques, il fallait y être. Enfin, tout ce qui est couture, c'était le boom. Euh, donc, on répond à une problématique actuelle, en fait, par rapport aux utilisateurs de la plateforme.
Donc, ce que tu disais en termes de pratique, oui, Pinterest est de plus en plus sévère par rapport à ça. C'est de plus en plus difficile et en fait, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas du tout envie de se faire suspendre son compte Pinterest. Parce qu'ensuite, on peut le réobtenir une fois et encore, et après, ensuite, au bout de la deuxième fois, c'est voire impossible de l'obtenir de nouveau. Donc, j'y joue avec parcimonie en fait, par ce type de technique, avec ce type de technique. Heureusement, j'ai jamais eu de problème, parce que comme tu dis, j'ai pas vraiment forcé et puis c'est vraiment pas le compte pour ça, le côté, je me désabonne, ça marche pas trop chez eux, donc heureusement. Mm. Donc comment on fait alors? Donc à part les épingles, comment on fait pour, grandir son audience et avoir plus de leads? Eh ben, donc, tu épingles régulièrement sur Pinterest, tu vas répondre, enfin, l'idée c'est vraiment de tester les visuels aussi. On est vraiment sur une accroche visuelle, dans le sens où bah, il faut peut-être pas s'obstiner sur un template qui ne marche pas. Tu vas essayer de te diversifier dans la création des visuels. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est pertinent, c'est que la messagerie, tu reçois jamais de message sur Pinterest, donc c'est pas intéressant d'aller de ce côté-là, parce que finalement aussi Pinterest c'est un peu un outil, j'ai envie de dire entre guillemets intime, dans le sens où tu vas dessus, tu as un problème, tu vas regarder, c'est pas quelque chose que tu vas vraiment partager, tu as envie de le garder pour toi, tu gardes cette information. Donc, je dirais pas une audience, mais un trafic, et le trafic, bah, c'est via la création de visuels. Clairement, c'est là que ça se joue, et via le référencement, bien évidemment, puisque sur chaque visuel, tu as un titre, pour chaque épingle, pardon, tu as un titre d'épingle, tu as la pin description. Donc tout ça, ça permet de faire ranker ou pas une épingle. Ouais, parce que des fois, moi, j'ai été étonné de voir quand je tapais un mot-clé ou quelque chose, je tombais sur un de mes articles. Enfin, je tombais pas sur mon article, ni sur un truc que j'ai mis sur Medium ou sur Facebook, mais je retrouvais comment dirais-je, première position, une épingle Pinterest. Et j'étais étonné. Après, je me suis dit, c'est vraiment ça, c'est là que c'est vraiment puissant. C'est pas souvent que ça arrive, mais ça m'est déjà arrivé donc d'avoir une de mes épingles qui arrive en premier quand je mets un mot-clé que je cherchais. Je savais même pas que j'étais classé par rapport à ce mot-là, quoi. Quand je le tape dans Google, je veux dire, hein. Donc c'est comme quoi Oui, assez étonnant, assez puissant. En parlant de groupe, parce que moi, on m'a souvent demandé donc de partager. À l'époque, on m'en parlait, donc j'ai essayé, mais bon, j'avais du mal à. Déjà que j'avais du mal à mettre dans mes propres tableaux. On m'a dit donc qu'il fallait partager un peu dans les groupes des autres et se lier à d'autres personnes. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que c'est intéressant de le faire? oui, c'est encore intéressant. C'est moins puissant qu'avant, clairement, parce que Pinterest a bien compris qu'on l'utilisait de façon un peu excessive, mais clairement, c'est puissant parce que du coup, tu touches une autre communauté qui a. En fait, c'est puissant dans la mesure où vraiment les personnes qui distribuent un contenu à une cible similaire à la tienne, si ça ne l'intéresse pas, ça ne sert à rien du tout. Il faut aussi être dans des tableaux collaboratifs qui soient un minimum pertinents, dans le sens où il y a quand même de l'animation, il y a des épingles qui sont épinglées régulièrement, le contenu est pas foireux, j'ai envie de dire, il est pertinent, il est de confiance, il n'y a pas plus de 100 abonnés à un tableau collaboratif. D'ailleurs, il me semble que récemment, ils ont restreint encore le nombre de personnes dans un tableau collaboratif. Donc tout ça fait que c'est pertinent ou pas d'être dans un tableau collaboratif, mais ça ne sert à rien d'aller dans des tableaux collaboratifs où il ne se passe rien, parce que bah, ça va faire baisser d'une façon ou d'une autre ton taux d'engagement sur ton compte Pinterest global, quoi. Ouais, donc je me suis trompé, c'est pas un groupe, c'est un tableau collaboratif. Et est-ce que donc vous mettre animateur de tableau collaboratif ou il faut dans un groupe, dans différents groupes, enfin dans différents tableaux collaboratifs? Est-ce qu'il y a une Ouais. différence? J'ai pas bien compris ta question, Est-ce tu peux. qu'il faut plutôt être propriétaire, entre parenthèses, d'un Ah, tableau collaboratif, d'être la personne qui gère tout, ou de participer à différents tableaux collaboratifs en tant que participant et pas en tant que propriétaire, entre parenthèses? ouais, je vois. En effet, c'est intéressant d'être participant à un tableau collaboratif quand on commence, parce que du coup, bah, on touche une autre communauté, et bah, on distribue son contenu autre part que dans ses propres tableaux. Avoir son propre tableau, moi je trouve ça aussi intéressant, c'est dans la mesure de se faire connaître auprès d'autres créateurs de contenu aussi. C'est un peu cet effet de réseau, on, on se centralise, on se focus sur une thématique et on répond à des questions pour une communauté, enfin une audience particulière. L'un et l'autre sont des bonnes pratiques. Après, il faut y aller aussi bien évidemment avec parcimonie, parce qu'il ne faut pas avoir plus de tableaux collaboratifs que de tableaux personnels, par exemple. Enfin, tableaux publics, pardon.
Donc, avant qu'on attaque je pense, les dernières questions, celles qui intéressent tout le monde, comment vendre et faire du cash et faire du lead, par exemple, est-ce qu'on peut construire sa mailing list? J'ai une question par rapport à ce que tout à l'heure, je suis parti sur son tableau. Et bon, bien sûr, tu es une pro, donc c'est plus clean que moi. Et alors, je dirais pas que c'est parce que tu es une fille, c'est mieux, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui savent le faire. Euh, mais est-ce qu'il donc il faut garder une trame ou une image de marque? Je sais pas si tu vois un genre de branding par rapport à son épingle. Parce que j'en vois que je suis même, je crois que ça s'appelle chasseur d'idées. Ou j'ai pas... Chaque fois que je vois ces épingles, Oui. ça m'énerve. Tu vois, je me dis, mais c'est classe, c'est clean. Qu'est-ce qu'il les fait? Moi, c'est vraiment basique. Je mets le nom, prénom, je mets une photo. Enfin, je fais le temps. En plus, comme j'ai un compte gratuit Canva, j'ai pas les meilleures photos des fois. Je perds du temps à chercher les bonnes photos. Donc voilà. Et tu sens qu'il y en a qui ont une image de marque. Quand tu vois l'image, tu sais qui c'est. Bon, ils mettent leur nom, ils mettent leur truc en dessous. Est-ce que donc c'est hyper important ou c'est pas important? Moi, je pense que c'est important de garder une certaine image de marque, notamment ses couleurs ou alors sa typographie. Après, il faut apprendre aussi un peu à s'écarter de ça parce que si par exemple on garde toujours le même style, etc., et que finalement ça plaît plus ou c'est plus dans les tendances sur Pinterest, parce qu'on voit vraiment des tendances graphiques sur Pinterest où tu te dis bah non, en fait là mon épingle ça fait un peu old school. Déjà j'en ai une en face de moi d'un créateur et je me dis bah ça marchait très bien il y a un an ou peut-être deux. Maintenant aujourd'hui on est plutôt sur d'autres choses, on est sur d'autres styles d'épingles. Donc il faut aussi savoir s'adapter et un peu lâcher du lest et encore plus quand on a un peu du mal à créer de nouveaux visuels. Moi je préfère dire à avec les personnes avec qui je travaille, dire bah c'est pas grave, faites pas la bonne couleur, etc. Changez, on reviendra peut-être plus tard. Et c'est intéressant bien sûr de garder la même identité visuelle pour bien sûr que les personnes puissent vous reconnaître dans leur fil et identifier que c'est votre contenu. Ça c'est pertinent, ouais. D'accord. Donc, arrivons un peu à ce qui intéresse, je pense, l'audience, hein. Pour tout ce qui est lead, donc, est-ce que donc on peut construire une liste email avec Pinterest? Parce que souvent, les réseaux sociaux n'aiment pas qu'on envoie sur une page de vente directement ou un opt-in directement. Ils préfèrent directement aller sur un article où il n'y a pas d'opt-in. Est-ce que ça, c'est gênant? On peut le faire. Et est-ce que donc voilà, est-ce que tu as des techniques par rapport à ça? Bah, c'est vrai qu'on peut le faire, mais je t'avoue que ça convertit un peu moins. Moi, je préfère enrichir un peu plus enfin, donner un peu plus à mon audience, en fait, et après, lui laisser le choix de décider, bah oui, bien sûr, sur mon article en question, je vais mettre des petites bannières pour indiquer qu'il y a un contenu à télécharger, etc. Euh, je dirais que ça marche quand la personne te connaît déjà. C'est un peu comme finalement les étapes du processus d'achat, en fait, tout simplement. Il faut quand même que la personne te connaisse. Enfin, elle va pas te donner tout de suite ton adresse email. Donc moi, ce que je recommande un maximum, c'est de faire les deux, mais de miser davantage sur la création de contenu, contenu blogging, etc. Et via les blogs, les convertir sur sa mailing list. Ouais, c'est ce que je faisais moi. Bah, comme quoi ça n'a pas changé. Parce qu'à un moment, je voulais même être un peu. C'est peut-être le profil d'affilié. Hein. J'étais un peu trop greedy, on va dire, trop avare. Et je mettais des liens d'affilié. Donc, déjà, les liens d'affilié, en général, ils passaient pas. Surtout quand je les mettais en Bitly ou je les mettais en shortener. Des fois, ça passait une fois sur 10, on va dire. Donc, des fois, j'avais un coup de chance. Mais en général, on était flagué et envoyé directement vers une offre, c'était pas terrible. Et donc, après, j'ai tout envoyé vers des gros contenus. Comme ça, les gens, comme tu disais, ben, prennent le temps de lire, de nous connaître. Et ensuite, en bas de la page, bien sûr, on met un petit appel à l'action. Donc, bon, ben, ça répond un peu à la vente, on va dire, directement. Est-ce que donc, toi, tu utilises ou tu conseilles aux gens de faire donc, tout ce qui est analytique? Parce que moi, à un moment, je le faisais. Je regardais les pagines qui marchaient bien, les tableaux qui marchaient mieux. Donc, et maintenant, il y a une partie assez intéressante dans tout ce qui est analytique, donc audience insight, vidéo et tendance. Est-ce que toi, tu le conseilles ou tu le fais ou tu fais des formations par rapport à ça? Ouais, 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 carrément. Je conseille de bien voir bah, qu'est-ce qui aujourd'hui me ramène le plus de trafic. Donc déjà en termes de contenu, quelles sont les thématiques les plus populaires. Ensuite, quels sont les designs qui marchent le plus par rapport à mes épargnes. Qu'est-ce qui Après du côté Google Analytics, je regarde aussi bah, quels sont de façon générale, mais aussi je regarde aussi la conversion. Je mets des objectifs sur Google Analytics et je regarde quel article convertit le plus. Donc pour la mailing list aussi, hein. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre? On a aussi la durée aussi, la durée de vision d'une vidéo. C'est aussi intéressant de regarder. Et après, au niveau des statistiques pour chaque épingle, on peut connaître donc 3 statistiques. Le clic, donc là clairement c'est le trafic, les impressions et les enregistrements. Les enregistrements, c'est le fait que un utilisateur a réépinglé une épingle sur un de ses tableaux.
Donc ça, c'est des formes d'interaction. Je regarde plus spécifiquement le clic sur le lien parce que c'est clairement ça qui m'intéresse. Et, s'il y a beaucoup d'enregistrements, j'essaie de savoir pourquoi, parce que peut-être que je suis venue un peu en amont d'une thématique. Est-ce qu'ils vont revenir plus tard sur ce contenu et ensuite le consulter? C'est aussi une possibilité. Ou alors peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'informations sur l'épingle en question, et donc du coup, ils vont pas forcément sur l'article par la suite. Je pense notamment aux infographies, par exemple. C'est un contenu qui est très souvent réépinglé, pas forcément, qui ne génère pas forcément beaucoup de clics, ça dépend comment l'infographie est aussi faite. Voilà, je me concentre clairement sur les clics. Ouais. Donc, pour aussi parler aussi un peu des visites mensuelles, parce que moi, je me suis un peu concentré dessus un moment. Et donc, je ne sais pas si c'est une vraie importance, parce que, bon, tu m'as dit les abonnés, là, je regarde, j'en ai 2100. Donc, c'est important, c'est important, et en même temps, c'est pas important. Mais les visites mensuelles, moi, c'est un truc qui m'énerve un peu. Parce que, comme tu dis, ça a été divisé par 4. Est-ce que ça, c'est important? Moi, je trouve pas ça très important parce qu'en fait, concrètement, les visiteurs mensuels, comment c'est calculé? Donc, c'est aussi bien le nom. En fait, déjà, c'est pas des visiteurs. Moi, j'ai pas 50 000 personnes qui viennent visiter sur mon site internet, clairement. Par contre, donc les visiteurs mensuels, finalement, c'est une mauvaise traduction. En fait, c'est finalement les impressions. Ah, c'est ce que je pensais, d'accord. Et Donc, c'est en les gens, plus c'est de les gens ça, qui c'est les... passent, c'est comme pour Google, c'est les gens qui passent devant l'image, mais c'est pas autant qui cliquent, ou qui regardent et qui. Exactement. D'accord, Ouais. ok. Et de mémoire, il me semble que c'est 2 secondes ou même pas, enfin 1 seconde. Donc autant dire que pour moi, ça vaut pas grand-chose ce type de stats. Et en plus de ça, donc ça compte aussi les impressions des épingles que tu as enregistrées mais qui ne t'appartiennent pas. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment Mm, mm. spécial, quoi. Ouais, C'est c'est bien un... trompeur. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, alors, donc, ce qu'il faut regarder en fin de compte, c'est que les clics, alors. Techniquement, c'est que les clics et les enregistrements. Ouais, c'est ça. Moi, je me concentre essentiellement là-dessus, ouais. Après, sur les tableaux, tu peux regarder sur les tableaux, tu peux regarder aussi le taux d'engagement, tu peux regarder ouais, le taux d'engagement, le taux de clic. Et, ouais. Pour moi, Pinterest, je le considère comme un outil d'acquisition concrètement. Enfin, aussi un outil de notoriété pour se faire connaître, montrer son contenu, le distribuer, etc. Mais je le vois vraiment finalement comme Google, en résumé. D'accord. Et donc, pour l'acquisition, donc on va revenir à ça avant de finir. Donc là, bah, on revient un peu au début, hein. On est nouveau, on a une société soit en e-commerce, soit on est un blog ou on est consultant. Donc, on se dit, on va écouter ce que tu dis, donc on crée un peu une image de marque et on crée 5 épingles par jour, en plus de notre contenu, bien sûr. On crée différents tableaux. Euh, comment, comment, comment tu penses que les résultats vont arriver? Est-ce que ça va prendre, parce que tu sais que sur Google, c'est 6 mois et même plus que ça. Malheureusement, plus le temps passe, plus il y a de blogs et plus c'est compliqué de ranker. Donc YouTube, c'est un peu différent. Est-ce que Pinterest, quels sont les délais? Si la personne est réellement active, soit en solo, soit en passant par toi, combien de temps ça va venir pour qu'elle ait du trafic? Mmh. Alors c'est vrai que ça dépend des thématiques. Je pense qu'on en a parlé au début, c'est qu'il y a des thématiques clairement qui marchent plus que d'autres. Tu parlais tout à l'heure de l'indépendance financière, mais en fait, si on retrouve les thématiques au top sur Pinterest, on a la food, le voyage, la déco, le do it yourself, le bricolage notamment. Et donc ça, clairement, ça va décoller beaucoup plus rapidement que par exemple un compte qui parle des astuces Pinterest. Euh, donc, euh, donc ça dépend de la thématique. Et ensuite, moi, je, je, je dis souvent à mes clients qu'il faut attendre un minimum 3 mois pour déjà bien établir le compte, bien construire le compte, commencer à voir qu'est-ce qui marche le plus ou pas, et établir de bonnes routines autour du compte Pinterest. Donc minimum 3 mois. Ouais. 3 mois. Et enfin, avec tous les clients que tu as eu, tu as vu, parce que moi, en fin de compte, j'ai eu un moment, comme tu dis, c'était quand j'allais sur Analytics, c'était là où j'avais le plus de trafic avec Medium. Mais j'ai jamais dépassé, je crois que les deux me faisaient 15% à 20% de mon trafic. Et j'ai jamais eu. Est-ce que tu as eu des clients qui ont eu vraiment, par exemple, 30-50% de leur trafic par Pinterest? Ouais, ouais, Ah ouais? clairement. Sur les D'accord. thématiques top, ce que je te disais, le Ah, food. food. Ah, d'accord. Ouais. Ah, ça tombe bien. En plus, si tu as des lignes magnettes en plus, c'est top parce que les personnes ont envie de voir. Tu peux clairement promouvoir et dire bah oui, je vous propose ça aussi sur mon article. Venez télécharger la recette, vous pouvez la consulter à tout jamais. Enfin voilà. Donc, D'accord. ouais.
Ça tombe Mm, bien parce mm. que je viens de créer le compte que j'ai parlé qui est pro, c'est pour c'est pour la nutrition, l'alimentation. Donc, voilà. Donc là, c'est très, très, très encourageant. Et un truc qu'on n'a même pas parlé, alors je sais même pas si ça existe encore ça, les épingles enrichies. Ça marche encore Oui, ça? ouais, 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 ça marche encore. Donc, il y a plusieurs types d'épingles enrichies. En fait, une épingle enrichie, c'est le fait de retrouver plusieurs informations qui sont présentes finalement sur un site internet, sur votre site internet, via les données structurées de votre site. Donc, Pinterest, il va extraire ces données, il va les mettre à côté de votre épingle. Et ça permet de mieux de contextualiser aussi l'épingle en question. Et donc, oui, ça marche encore. Ça marche pour les produits, ça marche aussi pour les articles. J'ai un doute. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Avant, il y a aussi les applications, mais ça, c'est plutôt sur du ads. Auparavant, il y avait d'autres types d'épingles enrichies, mais voilà, c'est les deux principales. Les Rich Pin Product et Article. Ouais, donc comme tu as parlé un peu du ad, moi aussi, bon, on en a parlé en off, donc on ne voulait pas trop développer. Je pense que je ferai un épisode Pinterest à part. Parce que non, moi, pareil, je devais tester le ad, je l'ai fait vite fait, mais bon, avec un petit budget. Et une fois, j'ai eu un problème parce que j'avais une carte de débit, donc il fallait faire attention. Donc toi, tu m'as dit, tu as testé, mais bon, t'es pas encore spécialiste, on va dire. C'est pas ce que tu préfères. Ouais, 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 c'est ça. Bon. Sachez que c'est possible, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos, donc je ferai un autre épisode dessus. Mm. Donc, Cécile, un grand merci. J'ai posé donc les 5 questions que je pose à tous mes invités. Et en même temps, donc, je mettrai le lien donc, vers ton site, donc Digi2Camp. Donc, il y a plein d'informations. Il y a aussi donc, les outils Pinterest. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Tu as le blog, tu as plein d'informations. Tu as des formations. Coaching Pinterest, Community Manager Pinterest pour ceux qui veulent prendre tes services. Donc, tout ça, donc, je mettrai les liens. Donc, Cécilia, quel est donc le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un truc que tu rêves de faire mais que tu n'as pas encore osé faire? Oh, c'est super dur. Euh, je dirais dans la food, en fait, à vrai dire, pourquoi pas un jour peut-être un salon de thé. Je sais que c'est un peu rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est une passion aussi, donc pourquoi pas l'explorer d'une façon différente, autre part que sur le net. Bon, ben Voilà. heureusement que tu ne l'as pas créé dernièrement parce que je pense que tu aurais fermé pendant un bon bout de temps. Donc, Ouais, ça aurait été très compliqué. donc réfléchis bien avant de le faire. Quelle est pour toi donc, ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est l'un des coachings que j'ai fait groupé, on va dire. Et Mhm. je trouvais que ça résonnait bien par rapport à ce que je voulais, ce que je voulais faire, ce que j'ai pu faire, le service que j'ai pu rendre en fait. Et ça m'a permis de reconfirmer que voilà, ma voix est là, c'est dans le partage et partage. Ouais, c'est ça, le partage exactement, transmettre des choses. Et là, aujourd'hui, c'est sur Pinterest. Ok. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Euh, je dirais le développement personnel. Ouais. Parce en tant qu'entrepreneur, c'est soi, il faut avoir confiance en soi, faut pas avoir peur, faut jongler avec ses émotions, faut jongler avec ce qui se passe. Donc pour moi, c'est via le développement personnel qu'on peut arriver aussi à évoluer aussi dans son business. Ok. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Euh, je dirais une réponse peut-être un peu inhabituelle. J'ai lu une saga de livres qui s'appelle Les enfants de la Terre, où en fait c'est une petite fille qui se retrouve dans une famille de Néandertal. Et elle est pas du tout Néandertal. Et en fait, du coup, elle a dû tout le temps s'adapter, s'intégrer. Elle a dû faire face à plein de choses. Et je trouvais ça intéressant, en fait, parce que c'est une héroïne qui a pu évoluer, qui a pu faire plein de choses. Et je trouvais ça assez inspirant au final. Donc c'est un roman. Alors, bon, t'as l'auteur ou pas? Le jeune Jean-Marie Howell. Jean-Marie Howell. Bon. Ouais. Ok, dans tous les cas, je mettrai les liens dans le show notes. Ok. Et dernière question, quel est le pouvoir que tu rêves d'avoir? Le pouvoir. Non, je suis fatigué, moi. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Mais c'est pareil. Ça marche. La compétence que je rêve d'avoir. Ah, j'ai réussi à te troubler, c'est bien. Euh, mieux pitcher. Mieux Mieux pitcher ce que je pitcher. dis. Ouais. Je pense que ça serait une compétence que je pourrais travailler. Alors, tu t'es bien débrouillé déjà là. Je pense que les gens étaient motivés, ils vont aller se renseigner. J'espère. J'espère.
Ben, Cécilia, grand merci. Je pense que beaucoup de gens ont vu que c'était intéressant, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Même moi qui me connaissais un petit peu, ben, j'ai réappris quelque chose et je vais m'y remettre sérieusement. Mais si 5 épingles par jour, il faut le faire quand même. Je pense que je vais trouver le temps. Oui, sinon, ben, je passerai par tes services, hein, simplement. Ça marche. Euh, donc, ben, Cécilia, grand merci. Je te dis à bientôt. À bientôt, je te remercie pour l'invitation. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.